bienvenue sur le cours de F6 KGL et la séance de ce soir va porter sur les transformateurs, les piles et les accumulateurs. C'est donc la première partie du chapitre 3. On va commencer par les transformateurs. Donc les transformateurs, en fait comme on a vu les semaines précédentes les bobines, le transformateur c'est un cas particulier de bobines qui sont couplées. Voilà. Donc un transformateur c'est composé d'au moins deux enroulements bobinés autour du même circuit magnétique. Alors ce circuit magnétique il peut prendre plusieurs formes selon la fréquence du signal qu'on veut transformer. Si je veux transformer du courant alternatif, EDF, du secteur, je vais utiliser un système avec un circuit magnétique feuilleté avec de la tôle. Je vais vous le montrer tout à l'heure à la webcam. Et si je veux transformer une fréquence supérieure, je vais déjà utiliser par exemple de la ferrite. Et si je monte vraiment très haut en fréquence, je peux utiliser de l'air, tout simplement. Ça marche aussi. Le rendement, on en parlera, n'est pas aussi bon. Sauf en aviation, parce qu'ils utilisent 400 Hz au lieu de 50. Résultat des courses, il y a beaucoup moins de tôlerie, mais il en faut quand même. Ouais. Oui, selon la puissance. Mais 400 Hz, ça reste encore du domaine pseudo-BF. Ah ouais, mais c'est vraiment particulier ce qu'ils utilisent en aviation. Ouais. Bon, enfin, en tout cas, les transfos BF dans les chaînes UFI, c'est de la tôle. Pareil. Alors, c'est pas exactement les mêmes feuilletages, mais c'est. Ah oui, pour la BF. C'est de la. Ça, je pense que. Ça, c'en est pas un, ça. Non. Ah non, c'est DC. Non, j'ai cherché un transfo à la maison, un transfo BF. J'en ai plus, je sais pas où ils sont barrés. C'est tout petit, mais c'est dommage parce que ça aurait illustré et c'est de la tôle aussi. Mais de la tôle pour le son, non, c'est ça? Ouais. Ah oui, c'est de la tôle. Mais c'est pas la même tôle que les transfos. Les transfos de symétrisation, tu parles, par exemple? Ouais. Oui, c'est de la tôle, j'en ai vu. C'est tout petit comme truc. Oui, c'est petit. Surtout pour les transfos de sortie. Ouais. Après le PA, après le HP. Pour alimenter le HP. Donc un transformateur, c'est un cas particulier de bobine, et évidemment, ça marche essentiellement avec des courants sinusoïdaux. Alors, il y en a qui vont me dire, ah bah ouais, mais alors les alimes à découpage, comment ça marche? C'est autre chose. Mais c'est pour ça que les alimes à découpage, on a des transfos adaptés aux alimes à découpage. Ça marche qu'avec des impulsions. Mais on ne peut pas utiliser un transfo 50 Hz dans une alimentation à découpage, ça ne marchera pas. Et donc, voilà, quand on parle de transformateurs 50 Hz, enfin les transfos classiques, 50 Hz, ça marche parfaitement avec des courants sinusoïdaux, et dès que le courant n'est plus sinusoïdal, ça patate. Voilà. Concrètement, l'énergie est appliquée au primaire. Alors qu'est-ce qu'on appelle le primaire? C'est là où on envoie l'énergie. Donc ça peut être n'importe où. Donc, le transfo, c'est réversible. C'est-à-dire que si dans un montage, vous avez primaire, secondaire, il suffit de retourner le transfo et ça va marcher de la même manière. Évidemment, les sorties ne seront plus les mêmes. Les rapports de transformation ne seront plus les mêmes, mais ça marchera de la même manière. Donc, le primaire, c'est l'endroit où on met l'énergie à l'entrée. Et, en règle générale, il n'y a qu'un seul primaire. Ah, non, on peut en avoir deux coupés en deux. Quand c'est du 110-220. Ah oui, d'accord, mais parce que là c'est le cas particulier.
Mais normalement, il n'y a qu'un seul primaire. C'était On comme applique- ça dans le temps, mon bon monsieur. Voilà. On applique l'énergie au primaire. Et on peut avoir des secondaires, enfin, on peut avoir un ou plusieurs secondaires. Sur le secondaire, c'est là où on récupère l'énergie une fois qu'elle est transformée. On va voir ce que ça veut dire transformer. Et donc, dans les schémas, quand on a un circuit magnétique tôle, normalement il y a 3 traits, c'est pas 2, c'est 3 traits. Et là, bah, j'ai pas de circuit magnétique parce qu'il n'y a rien. Et si c'est de la ferrite, eh bien c'est un pointillé que j'ai. Ah, d'accord. Ça, c'est pour la représentation schématique. Ok. Alors, quelquefois, bah, c'est un peu n'importe quoi. Hein. On sait tout de suite que c'est pas du tout du 51 ce qui passe dedans. Voilà. Mais quand c'est du pointillé, généralement, C'est derrière, ça sent la ferrite. Et s'il n'y a rien, bah, c'est que c'est de l'air. Voilà. Et donc, un transformateur, ça a plusieurs caractéristiques. Le nombre de spires sur chacun des enroulements et ce nombre de spires va déterminer le rapport de transformation en tension, c'est-à-dire que concrètement on va avoir pour le transformateur une certaine tension par spire, Voilà. ou c'est 1 volt pour 10 spires, comme on veut. Enfin bon, après, Tout dépend du primaire déjà. voilà, tout dépend du primaire comment c'est foutu, mais voilà. Mais généralement, on donne la tension par spire. Et c'est complètement proportionnel entre primaire et secondaire. Absolument. Ça marche très bien. Et donc, selon le nombre de spires, on peut avoir soit un transformateur qui est dit élévateur, parce qu'au secondaire, on a plus de spires, donc plus de tension, ou au contraire abaisseur, parce qu'il y en a moins. Alors concrètement, en fait, on regarde la grosseur du fil. Si on voit que c'est un gros fil, on peut se dire, bah celui-là, il y a moins d'enroulement. Ah oui, c'est logique. Voilà, mais ça marche pas tous les coups. Hein. Ça marche pas tous les coups. Mais voilà. Deuxième chose, c'est la puissance utile qui va être délivrée au secondaire. Et c'est ça qui est important, c'est-à-dire que le constructeur, il va vous donner la puissance qui va être disponible sur le ou les secondaires, et cette puissance, elle n'est pas donnée en watts, parce que watts, ça veut dire que c'est consommé. Là, c'est pas de la consommation, D'accord. c'est de la puissance délivrée, enfin disponible. Et donc pour différencier les watts qui veulent dire consommation de watts disponibles, on va utiliser le terme qui s'appelle volt-ampère. D'accord. Ça veut dire la même chose, hein, puisque la puissance, c'est la tension multipliée par l'intensité. Complètement. Mais il n'y a pas une histoire de déphasage éventuellement, non? À cause du volt-ampère? C'est ce que j'avais compris. Normalement, les watts, effectivement, quand on parle de watts, c'est que c'est en phase. C'est en phase. Et volt-ampère? On n'est pas certain. Ah voilà. On n'est pas certain. Et puis enfin, on a le rendement. Alors c'est l'espèce de N avec une grande queue là. C'est la lettre E en grec, eta. Ça va. Minuscule. Mais c'est eta minuscule, parce que eta majuscule, c'est le E que l'on a dans notre alphabet romain. Dans quelle étagère? Voilà, donc c'est la lettre eta. Et là, c'est donc le rendement. Et le rendement. Alors, premièrement, à l'examen, on ne connaît que les transformateurs parfaits. C'est-à-dire que toute la puissance qu'on a au primaire, elle est restituée au secondaire. Donc, Évidemment, dans la vraie vie, ça marche pas. le rendement à 100%. On n'est jamais comme ça. C'est jamais comme ça. Jamais. Ça serait trop simple. Bah oui. Et donc, on va voir aussi rapidement, mais c'est pas à connaître pour l'examen. La seule question d'examen que j'ai vue, mais il n'y en a pas beaucoup, c'est le calcul du rendement lui-même, mais pas l'impact du rendement sur les calculs. Hein?
Je sais pas si- lorsque, quand on a dit la tension est complètement proportionnelle au nombre de spires. Ouais. Ça c'est vrai, même si le transformateur n'est pas parfait. Ok. En revanche, l'intensité, elle est inversement proportionnelle au nombre de spires. C'est exact. Voilà. Mais en plus, il faut donc multiplier par le rendement. Parce que si le rendement est pourri, automatiquement l'intensité, elle diminue encore plus. C'est pour ça qu'on a intérêt à choisir des tôles Ouais, spécial, enfin, spécifiques pour la fréquence. Voilà. C'est des tôles, je crois, silicieux. Je sais plus, c'est un truc, un traitement spécial. Et puis en plus, il y a une espèce de vernis spécifique qui. Non, ça c'est pour fixer. Ça c'est pour fixer, c'est Ouais, tout. ouais, ouais, c'est tout. Ouais, Tu j'ai les dit montes ça. sans, on les ensemble, les transfos, pas les carcasses, sans Sans du vernis. volant. Ouais. Une fois que c'est calé, bien solidement ficelé, On là, les, peut on les trempe dans imprégner. un. Voilà, Il y a pour un pas que bain ça de- vibre. Parce que aussi, s'il y a un peu de jeu comme ça, là, ça fait beaucoup de bruit, ça. Oui, et puis bah, ça fait du bruit, puis surtout ces vibrations, et donc ça génère. ça fait des pertes. Hein. Voilà, absolument. Ça fait des pertes Donc une mécaniques. fois que c'est solidement bloqué, trempé dans le machin, là c'est un bloc compact. Ça bouge, Ça il n'y a bouge plus rien qui bouge. Rapidement, alors là j'avais trouvé sur internet, et puis j'en avais aussi dans ma boîte à bricolage, j'ai quasiment plus rien. Une jolie bobine à air, un transformateur à air, avec, alors on voit pas là, mais il y a, ici il y a une première partie qui est le primaire, enfin peut-être le primaire, et ici le secondaire. Ici on voit Les plots de sortie. les plots de sortie et les plots d'entrée sont ici. Donc ça c'est vraiment un transfo HF Ouais. AR. Et ça c'est un transfo haute fréquence sur ferrite. Puisque là on a un fil vert et un fil rouge qui sont passés ensemble simultanément. C'est ce qu'on appelle du fil, deux fils en main. Ça s'appelle deux fils en main. Ça veut dire que c'est deux fils que l'on prend et que l'on fait passer à l'intérieur ici d'un tore À chaque spire. sur chaque spire. Si bien que le transformateur là, il fait rien, il est ni abaisseur ni élévateur, mais il est juste isolant. Voilà, galvaniquement séparé. Voilà, c'est pour séparer galvaniquement deux circuits. Donc ils sont pas. Donc ça c'est un transformateur HF. Donc il y a alors là les tores. Vous avez différentes qualités de tores, différentes références pour différentes fréquences. Enfin bon, il y a une foultitude de matériaux. On peut aussi avoir des bobines avec 3 fils en main. Oui. Et des montages spécifiques. Voilà. On verra ça quand on verra plutôt la partie adaptation des impédances. D'accord. Ça, ce sont des transformateurs BF, 50 Hz assez classiques. Et là, vous en avez un que j'avais récupéré dans une lampe halogène, un toroïdal. Là, et donc, c'est un petit peu la même chose qu'ici, sauf que là, c'est du métal, quoi, c'est pas de la ferrite. Et l'avantage, c'est que, souvenez-vous, quand on avait parlé des bobines, on avait dit que pour que la bobine qu'elle ait une bonne valeur, un bon facteur Q, il fallait que le champ magnétique soit bien encadré. Ouais. Dans le cas ici d'un tore, le champ magnétique, il est à l'intérieur. Et si on fait en sorte que le fil recouvre parfaitement le tore, bah, le champ magnétique, il ne peut pas sortir. C'est étrange, hein, ça. C'est vrai, hein. Et là, c'est exactement ce qui se passe. C'est-à-dire que là, il y a plusieurs couches de fils dans mon transformateur torique. Il y a plusieurs couches de fils, si bien que le champ magnétique, il reste à l'intérieur
et il se barre pas. Il peut pas se barrer. Alors que dans mon champ, dans mon transformateur classique là, qui est ici, hein, là je vais vous montrer tout à l'heure à la webcam des transfos. Ça c'est donc le ferraillage à l'intérieur du transfo. Ça s'appelle un ferraillage EI. Parce que là on a une ferraille en E et l'autre ici en I. Et donc les spires passent à l'intérieur là. Ok? Ça tourne comme ça. Alors il y a une particularité dans le montage. La première couche qu'on voit là, le E est à gauche. Oui, et après l'autre c'est inversé. Exactement. Pour que le système, et puis en plus ici il y a des trous, ici, pour pouvoir visser, Pour les serrer. pour serrer. Mais Et après ça bouge plus. il y a des cas de figure où ce type de montage, on met les E que du même côté et les I de l'autre. Ah bon? Avec un carton d'une certaine épaisseur, entre les deux, c'est réservé pour des scènes. Ah, Et selon d'accord. qu'on l'ouvre plus ou moins, ça change La valeur de la valeur. sève. Ouais. Ah ouais. Ça, j'ai vu des montages comme ça, notamment sur les régulateurs de groupe ultra jeunes. Mais à l'ancienne méthode, parce que maintenant, c'est numérique. Je vais vous passer un transfo qu'on a complètement, à la webcam, je vais vous passer un transfo qu'on a complètement désossé. Il a explosé là. On l'a explosé, la pauvre bête. C'est compliqué celui-là, non? Ah bah il lui est arrivé des misères. Hein. Il lui est arrivé des misères. Donc on l'a complètement explosé. Ah, est-ce que c'est pas mieux comme ça? Ah bah oui, c'est mieux comme ça. Alors on va le mettre. Voilà. Donc là je vous ai mis, ça c'est les plaques en I. Vous voyez, elles ont été sciées là pour pouvoir pour l'ouvrir. Hein. Enfin, elles sont pas sciées, c'est que on a passé la disqueuse hein, pour l'ouvrir. Et ça, ce sont les plaques en E, mais qui ont été coupées là. Elles ont été coupées là et là. Ah oui, d'accord. Mais ça, c'est des plaques en E. Et alors, en les démontant, est-ce qu'on peut les démonter? Voilà, on les voit se démonter comme ça. Ça, c'est une plaque en I qui a là en dessous, et en dessous, il y en a une en E. Donc voilà ici, alors je vous retire toutes les plaques. Évidemment, tout ça, c'était rempli de plaques. Hein. On a tout démonté. On a eu du mal, hein, je peux vous le dire. Bah oui, t'es baigné dans la. Parce que ça baigne dans un espèce de vernis. Et là, vous avez toutes les spires. On les voit là, les spires. Et là, c'est tous les connecteurs. Alors, je ne sais pas ce que c'était ce truc-là, parce qu'il y avait des... Enfin, je suppose il y avait un primaire et une foultitude de secondaires. Sortie, ouais. Je ne sais pas à quoi ça servait, mais en tout cas, il y avait de quoi faire. Hein. Et donc, tout ça, ici, ça c'est du carton, ici. Ça, c'est du carton. Et c'est ce qui fixe, en fait, l'ensemble. Ah bah c'est le carton, en fait on appelle ça la carcasse, et c'est là-dessus qu'on bobine les qu'on différentes bobine couches les spires. des enroulements. Voilà, les enroulements qui sont là. Là, ici, ça c'est la carcasse avant de retirer enfin, tout l'enrobage là de vernis. Et ça, c'est le côté où on a tout retiré pour avoir directement les enroulements. Alors ce foutu vernis, il y avait une boîte qui fabriquait ça sur la A4. Pas très loin de Noisy-le-Grand, et il s'appelait le vernis Mépoulé. Ah ouais. Ça m'a fait rigoler quand je voyais la bouteille à la boîte. Ça nous servait nous à badigeonner nos Ben, bobines. une fois, ouais. Alors, quand on veut modifier la tension de fonctionnement d'un transfo, alors c'est quand même plus simple de retirer des bobines plutôt que d'en rajouter. Hein. Certes. Donc on réfléchit à 3 fois. Et là, je vous montre un transfo plus classique. Voilà. Avec ici les entrées, donc elles sont numérotées. Alors, après, je sais pas. Voilà, c'est numéroté. Enfin, référencé tout au moins, numéroté, je sais pas, mais c'est référencé.
Je sais, bon après je sais pas trop ce que ça fait, il faudrait tester pour savoir ce que ça donne. Il y a des références, là le constructeur il a mis ses références, je sais pas ce que c'est. Ah mais j'en ai d'autres là-bas aussi. Voilà, donc ça fait partie, ça c'est des petits transformateurs. Et là je vous montre le transformateur qu'on va utiliser tout à l'heure, que j'avais récupéré en l'occurrence dans un magnétophone à cassette. Voilà, donc je l'avais complètement démonté et le voilà. Donc ici vous avez le primaire qui est ici et, et les secondaires parce qu'il y en avait deux qui étaient ici. Donc les nouvelles manières de construire alors les transformateurs. l'inverse, pardon, ici les secondaires, ici les primaires, ici les secondaires. Voilà, et encore un autre. Alors celui-là c'est marqué dessus. C'est quelqu'un qui a eu l'intelligence de marquer Bah c'est moi ça. ce que c'est. Parce que je l'ai récupéré. Voilà, oui, donc ici on a du 220, ici du 13 volts 6. Et donc ça, à chaque fois, évidemment... Alors ce style de bobinage, il est particulier parce que la carcasse est coupée en deux. D'un côté, on a le bobinage primaire et de l'autre oui, côté, d'accord. Ah oui. on a le bobinage secondaire. Alors que là, sur ce sais. qu'il nous a montré, C'est l'un sur l'autre. voilà, elles sont superposées, D'accord. les bobines. Voilà. Et donc là, on voit bien la carcasse métallique et les vis dont je vous parlais tout à l'heure qui permettent de maintenir l'ensemble. Alors, on ne voit pas trop la carcasse EI là. Ah si, voilà. Le Ici, I est là et le E est là. On voit ici, il y a On voit la coupure, la jonction. la coupure, la jonction, sur la et on le tranche. voit aussi sur le Voilà, côté sur là. le côté, voilà, on voit vachement bien là. Sur le côté, on voit bien. Voilà, donc un transfo, voilà. Tout ça, c'est des transfos. En fait, des transfos, encore une fois, ce sont des bobines. Voilà, c'est relativement simple. Voilà. Hop, on revient sur le PDF. Quoi dire de plus? Bah, c'est à peu près tout. Alors, évidemment, tout ce que je vous dis là, c'est... Il n'y a pas de questions à l'examen. Les seules questions à l'examen vont porter sur les formules en elles-mêmes. Les formules, c'est quoi? Alors là, c'est ce que j'appelle les couples de rapports proportionnels. Alors déjà, la première chose qui est importante, c'est le rapport de transformation. Le rapport de transformation, on a dit, c'est le rapport du nombre de spires. Lorsque le chiffre est positif, enfin positif, le chiffre est toujours positif. Lorsqu'il est supérieur à 1, lorsque le nombre est supérieur à 1, c'est un transformateur élévateur. C'est-à-dire qu'il y a plus de spires au secondaire qu'au primaire. D'accord? Donc, pour calculer mon rapport de transformation, je prends le nombre de spires au secondaire et je divise par le nombre de spires au primaire. N. Voilà. Et ça donne le grand N, qui est le rapport de transformation. Ce rapport de transformation, c'est strictement égal au nombre, à la tension disponible sur le secondaire divisé par la tension disponible appliquée au primaire. On est bien d'accord qu'à chaque fois, c'est la même type de tension, c'est-à-dire qu'on va utiliser, pour simplifier, la tension efficace. On ne va pas commencer, enfin on peut aussi mesurer ça à l'oscilloscope, et dans ce cas-là, on a plutôt une tension crête à crête. Mais voilà, si on utilise un voltmètre, on le met en position alternative, courant alternatif, donc sinusoïdal, et donc on mesure une tension efficace. Voilà. En revanche, alors déjà, premièrement, un transformateur, comme il est parfait, j'ai autant de puissance au primaire que de puissance au secondaire. D'accord? La puissance, c'est donc P est égal à U multiplié par I. Si j'augmente ma tension au secondaire, pour avoir la même puissance, je vais être obligé de réduire mon intensité.
a du proportion. Et donc c'est pour ça que l'intensité au secondaire divisé par l'intensité au primaire, c'est l'inverse du rapport de transformation. C'est logique. Ou c'est le nombre de spires au primaire divisé par le nombre de spires au secondaire, à l'envers. C'est vrai que dans les questions d'examen, sur l'examen, c'est mis de telle manière à ce que tu puisses te tromper. Ah ben oui, c'est fait pour. Dans le raisonnement qui donne. Voilà. Tu dis, ah ouais, bon, d'accord, et puis finalement, non, c'est l'inverse. Et puis évidemment, la réponse inverse, elle est proposée. C'est ça même. C'est ça même. Donc voilà, c'est pour voir si tu suis. Bande d'enfoirés. Je n'osais pas le dire. Petite remarque aussi, l'impédance. L'impédance, c'est la tension divisée par l'intensité. D'accord ? Ce qui veut dire que dans un transformateur, quand on regarde vis-à-vis des impédances, mon impédance au secondaire, c'est l'impédance au primaire multiplié par le rapport de transformation au carré. Puisque le rapport d'impédance est U divisé par I, si j'augmente U, on a dit que ça faisait diminuer I, mais du coup le rapport U sur I, il augmente encore plus, donc c'est au carré. D'accord ? Donc le rapport de transformation d'impédance d'un transformateur, c'est au carré du rapport de transformation des tensions. Oui, ça ne vient pas du fait que ce sont des bobines. Aussi. Ah ouais. Aussi. Les deux choses sont. Dans ma bobine, la valeur de la bobine, c'est le facteur de forme multiplié par le nombre de spires au carré, multiplié par le diamètre au carré. Ah. Et donc les deux sont liés. C'est pour ça que je dis toujours le transformateur est un cas de bobine parfaitement couplée. Enfin, qu'on cherche à coupler au mieux. Et là, je vous ai mis, alors ça, je suis pas certain que ça puisse vous aider, mais voilà, c'est un élève qui m'avait donné cette astuce. Maintenant, est-ce que vous le prenez ou pas? L'idée là, c'est d'avoir c'est les couples de rapports proportionnels, c'est-à-dire que dans mes questions d'examen, on va voir tout à l'heure, si si dans mon énoncé, j'ai la tension et par exemple le nombre de spires, avec ce système-là, ça me permet, donc je garde que ma tension et mon nombre de spires, et là j'applique mes histoires de rapports proportionnels. Et donc le rapport proportionnel, je rappelle, c'est le produit de la deuxième diagonale divisé par la valeur opposée. On va avoir des exercices concrets tout de suite à la suite. Et là, une fois que vous avez ce tableau-là en tête, ça vous permet comme ça de plus peut-être, alors je ne sais pas si c'est plus simple, mais en tout cas, voilà, vous avez tout sous les yeux. La première lettre, c'est le alors rapport. Les N. Et là, N, ensuite la tension au secondaire, puis l'intensité au primaire, U secondaire, le nombre de spires au secondaire et la racine carrée de l'impédance au secondaire. Donc tout sur la ligne du haut, tout est secondaire, sauf l'intensité. Oui, comme tu l'as expliqué. D'accord. Et en dessous, en face du N, donc du nombre de... Attends, je ne vois pas le dernier de première ligne, le dernier à droite. C'est racine carrée de Z divisé par S. C'est dans le cours, hein. C'est secondaire. C'est dans le cours, hein. Z secondaire. C'est au milieu de la page. Ça. Et donc, en dessous, en face de N, c'est 1. Puis la tension au primaire, l'intensité au secondaire, l'inverse, le nombre de spires au primaire, et l'impédance, la racine carrée de l'impédance du primaire. Donc ici, je vous ai rajouté aussi les différentes valeurs, avec le nombre de spires, l'intensité, la tension.
et on va faire à présent des exercices avec ce truc-là, enfin ces rapports proportionnels. Alors, il y a des questions d'examen avec des schémas et d'autres sans schéma. Il y a les deux. Ah, ah. Là, par exemple, ce sont des questions d'examen sans schéma. Un transformateur alimenté en 282 volts max à son primaire a un rapport de transformation de 1/10. Quelle sera la tension efficace mesurée au secondaire? Donc la première chose à faire, tension max, je me la transforme en valeur efficace. Puisque de toute façon, derrière, on va me demander une tension efficace. Donc, 282 volts max, bah, je multiplie par 0,707 et ça me fait 200 volts efficaces. C'est 0,707, c'est quoi déjà? Racine carrée de 2 sur 2. Ah, racine carrée de 2 sur 2. Ou 1 sur racine. Ou 1 sur racine carrée de 2. Et ça, c'est absolument obligatoire pour transformer une valeur maximum en valeur efficace. On multiplie par 0,707. Racine carrée de 2 sur 2. Voilà. Ou 1 sur racine carrée. 1,414. Voilà. Donc tu divises par 2, ça fait 0,7. Oui, oui, ben d'accord, ça me revient. Voilà. Et donc, ça me fait ça 200 volts. Mes 200 volts, bah, mon rapport de transformation, c'est 1/10. Ouais. Bah, je divise par 10. Bah ouais. Ça me fait 20 volts. Ouais, hein. Et là, je peux utiliser ici enfin, mes rapports proportionnels. Alors, bon, donc là, ce que je cherche, c'est ma tension au secondaire. Et ma tension au secondaire, c'est quoi? C'est la tension au primaire multipliée par n divisé par 1. Ça marche bien. Et ça peut marcher dans tous les sens. Ah oui, tu fais. Hein, ça, c'est ce qu'on appelle le produit en croix. C'est-à-dire qu'on cherche, enfin, on définit déjà les deux valeurs qui vont nous intéresser. Là, en l'occurrence, moi, c'est le rapport de transformation, ici, et la tension. C'est ça qui m'intéresse. J'aurais pu aussi avoir l'intensité, le nombre de spires, tout ce qu'on veut. Là, Ouais, c'est bien. voilà, c'est ça. Donc j'ai défini ce couple finalement, et à partir de là, ici, ce que je veux, c'est ma tension au secondaire, et ma tension au secondaire, c'est quoi? C'est la tension au primaire, multipliée par n, divisé par 1. Puisque le calcul de ce qu'on appelle le produit en croix, c'est la multiplication par les deux valeurs qui sont sur ce qu'on appelle la deuxième diagonale ici. Imaginons que ce soit la tension au primaire que je veuille calculer et qu'on m'ait donné la tension au secondaire. Eh bien, je cache ici ma tension primaire et donc la valeur de mon calcul, c'est tension au secondaire multiplié par 1, donc tension secondaire, divisé par n. Mais ça revient à ce que l'on disait tout à l'heure, que c'est proportionnel au nombre de spires, ou proportionnel au rapport de transformation. C'est une autre manière de voir les choses. Moi, je préfère que vous raisonniez plutôt avec ça Ah oui. Je suis d'accord. qu'avec ce système-là. Maintenant, vous faites ce que vous voulez. Hein. Nombre de spires d'abord. Voilà. Le rapport. Et avec ça, on fait Voilà. Et vous savez que pour l'intensité, bah, c'est l'inverse. C'est inversement proportionnel au nombre de spires. Ou inversement proportionnel à la tension. Autre question, sur le secondaire d'un transformateur est branchée une résistance de 200 ohms. Le transformateur possède 80 spires au primaire et 40 spires au secondaire. Quelle impédance mesure-t-on au primaire? Primaire, d'accord. Il y a 2 fois plus de spires. Oui, mais. Donc il y a 2 fois plus de spires, et donc 2 fois plus de résistance. non, ça, impédance. Attends, sur le. Impédance. Impédance. Où est l'impédance là? Il n'y en a pas. Il faut mettre au carré. Il faut la mettre au carré. Là, bah, si on te dit une résistance de 200 ohms
sur le transformateur et sur le secondaire. Donc au primaire, tu vas avoir une impédance de 800 ohms, puisque là on a un rapport de transformation de 1,5, ça diminue. Ça diminue. Et donc, comme je remonte dans l'autre sens, puisque je pars du secondaire pour aller au primaire, je dois donc multiplier par 1,5 au carré. Je dois donc diviser par 1,5 au carré. Et donc multiplier par 4. Hein, je divise par 1,5 au carré. C'est très tordu ça. Mais en revanche, là, je peux utiliser plus facilement ces rapports-là. Donc là, ce qui va m'intéresser, c'est le nombre de spires et ici l'impédance. Ce que je veux connaître ici, c'est mon impédance au primaire, que je ne connais pas. Alors, vous remarquez que c'est une racine carrée. Et donc, pour obtenir le résultat, il faut que je mette le tout au carré. Donc, c'est l'impédance au secondaire multiplié par le nombre de spires au primaire divisé par le nombre de spires l'impédance au secondaire multiplié par le nombre de spires au primaire au carré divisé par le nombre de spires au secondaire au carré. Alors c'est tordu. Tu peux me rappeler comment on calcule l'impédance? Là, comme ici c'est ZP, Ouais. que c'est une racine carrée, il faut que je mette le tout au carré. C'est-à-dire que pour avoir ici ma valeur, il faut que je la mette au carré. Enfin, faut mettre au carré pour retirer la racine carrée. Non, mais Du coup, il faut que je mette au carré ça, et ça, et ça. Enfin, Tout au carré. l'impédance au secondaire, le nombre de spires au secondaire et le nombre de spires au primaire. Tout ça au carré. non, mais ZP, comment je l'obtiens? Ben, c'est ce que Mais, c'est ce que tu veux. C'est le Tu mets la calcul. racine carrée au carré. Quelle impédance mesure-t-on au primaire? C'est ce que tu veux. Il y a marqué. Ah bon, Alors, ben déjà, il faut comprendre le problème. Ouais. c'est ça qui me chagrine là. Ben, au secondaire, on te dit que tu as une résistance qui fait 200 ohms. Jusque-là, ça va. Et puis après, on te dit, ben, Non, mais attends, je vois pas une résistance. sur le secondaire d'un transformateur est branché une résistance de 200 ohms. Oui, Ça va, ça. oui. Le transformateur possède 80 spires au primaire et 40 spires au secondaire. Oui, C'est bon? oui. Et ben maintenant, on te demande l'impédance au primaire. Égal. Et donc là, je fais... Z secondaire, c'est égal à 200, c'est ça? Alors, Z secondaire 200, C'est ça? ouais, 200 D'accord. Ah bah oui, maintenant oui. multiplié par 80 au carré, divisé par 40 au carré. D'accord. Là, je Et comprends tu mieux. fais ça à la calculette, et ça tombe 800. Autre manière aussi, c'est que je calcule ici mon nombre de spires. C'est un transformateur abaisseur. Et mon impédance du primaire, c'est l'impédance au secondaire divisé par le nombre de spires au carré. Donc divisé par 0,5 au carré. Donc, divisé par 0,25 ou multiplié par 4. C'est très tordu, hein. J'en conviens. Il faut suivre exactement. C'est très tordu. Mais ça fait partie des questions d'examen. C'est pas le nombre de spires au carré, c'est le rapport de transformation au carré. Oui, Ouais. mais c'est pareil. C'est le rapport du nombre de spires C'est ça. Au carré. au carré. Alors,
calcul du rendement, il y a quelques questions, mais vraiment, et qui sont très anciennes. Donc, à mon avis, elles ont été retirées depuis longtemps. Mais voilà, Va savoir. va savoir, ça peut revenir. Ça peut revenir. Et donc, le rendement, c'est quoi? Bah, c'est la puissance consommée au primaire, pardon, la puissance délivrée au secondaire divisée par la puissance Consommé au primaire. consommée au primaire. Le rendement, ça marche bien. Et donc ce rendement, il est fonction essentiellement du couplage des enroulements. Plus mieux c'est couplé, moins il y a de pertes. C'est con comme truc, mais ça marche bien. Hein. Bah, si tu mets un primaire là et un secondaire là, ça va pas être. Ça marche pas, ça marche moins bien. Ça va pas être couplé de façon. Ça va pas être couplé de façon efficace. Et c'est pour ça que les carcasses des transfos, les transfos qui ont le meilleur rendement, c'est les transfos toroïdaux. Parce que là, on est sûr que. Parce que là, ça on est reste- sûr que le champ magnétique reste à l'intérieur. Alors que dans ma carcasse, là, bah, pas certain qu'il n'y en a pas une partie qui s'échappe. En plus, le transfo, faut pas qu'il vibre. Si ça vibre, c'est de l'énergie mécanique. Et On va en joule. ça va, ça s'en va. Faut pas que ça chauffe. Si ça chauffe, Et ça peut aussi ah bah oui, ça peut Casser. vibrer et chauffer. casser les soudures. Non, non, Quand non. même Enfin, pas. non. Enfin, oui, ça peut. Mais c'est en fait, c'est la vibration, c'est de l'énergie mécanique. Et du coup, c'est de la perte. L'électricité, C'est de la perte. Et donc, on a des rendements de 80% pour un transformateur classique. Donc là, quand on parle de transformateur, et transformateur secteur. Hein. Oui, ah, c'est 80%. D'accord. On arrive à 90% dans les toroïdaux. Avec des toroïdaux. Et puis dans les transformateurs spéciaux EDF du style des transformateurs à pyralène ou des trucs comme ça. Ah oui, mais là, Mais bon, transformateurs à pyralène, je pense pas que. on n'en a pas. Et puis je pense qu'en plus c'est interdit maintenant. Ah ben, je pense que c'est toxique et. Il y a eu quelques antécédents malheureux. Il y a eu quelques petits antécédents malheureux. Bah, Mais si je vous pense pas, vous ça. rappelez, il y a 2 ans, à la gare de Lyon, Ouais, il y en a eu un qui a transfo, pété. Ouais, ça a brûlé, ça a dégagé une sacrée merde, c'était le pyralène qu'il y avait dedans. Ah, ouais. C'est toxique. Ah oui. Ah oui, en plus. C'est un coup à fermer la gare. C'est exact, c'est le même truc que Trouver Céveso. d'autres moyens. Enfin bon voilà. Et donc le rendement va avoir une incidence non. Enfin, alors, en fonctionnement normal. C'est-à-dire que le constructeur va vous dire bah, mon transformateur il est prévu pour telle puissance. Et donc si on reste dans ce cas de figure, eh ben, on va avoir un rapport tension, enfin le rapport des tensions sera proportionnel au rapport du nombre de spires. C'est-à-dire quel que soit ce que va consommer le transfo, on aura toujours la même tension. Sauf évidemment si on va au-delà de ce qu'a prévu le constructeur. Et dans ce cas-là, eh bien, la tension ne sera plus complètement proportionnelle au nombre de spires. La tension va chuter. Quand on arrive à des consommations qui sont au-delà de ce qui est prévu par le constructeur. Sinon, le rendement, il va avoir une grosse influence sur le courant. C'est-à-dire que, alors si le transformateur est faiblement utilisé, il va avoir un rendement très mauvais. Pourquoi? C'est que le primaire va toujours consommer, mais va quasiment rien délivrer au secondaire. Jusqu'au moment où on a le rendement optimal qui est aux alentours de 80%, c'est-à-dire au moment où on arrive au maximum de puissance délivrée par le transformateur. On va voir tout à l'heure, l'expérience est tout à fait... on comprend tout à fait ce qui se passe à ce moment-là.
Et donc, comme le rendement influe sur le courant, il va aussi influer sur le rapport de transformation des impédances. Logique. Et donc, plus on se rapproche de la puissance maximum admise par le transformateur, plus la tension du secondaire baisse. Et donc, dans ce cas-là, la tension n'est plus proportionnelle au nombre de spires. Et donc, un transformateur sous-utilisé, on en a déjà parlé, ou sous-dimensionné, donc ça c'est dans le cas inverse où on est au-delà de la puissance admise. Dans ce cas-là, le rendement est mauvais. Donc, il faut regarder ce que préconise le constructeur, tout simplement. Et donc, dans les tôles de magnétique, en fait, on a un gros problème, c'est que dans ces tôles, comme c'est du métal, c'est conducteur, on peut avoir des courants dedans. Et ces courants, ils vont finir par échauffer les plaques métalliques. Et c'est pour ça qu'on a ce ferraillage en E et en I, pour éviter que le courant fasse le tour. Ouais. C'est ça, en fait, quand dans mon ferraillage là, le courant, il va pas pouvoir passer de là à là, puisque là, il y a une rupture et que à l'intérieur, il y a cette espèce de vernis qui est aussi isolant. Donc le courant ne peut pas passer là. Et donc en fait, le courant, le champ magnétique, qui normalement, quand il y a un champ magnétique, ça génère derrière un courant. Comme c'est métallique, il devrait y avoir du courant. Et le fait qu'on fasse ce feuilletage-là, eh bien ça empêche la génération du courant et donc ça évite que le transformateur chauffe. En revanche, ça, c'est ce phénomène-là qui va être utilisé dans les plaques à induction. On va faire en sorte justement de faire passer, de générer ce champ, que le champ magnétique génère un champ électrique qui fasse chauffer le cul de la casserole. Donc ces courants de Foucault, ils sont utilisés essentiellement dans les plaques à induction. Et il paraît qu'ils interviennent dans le système de freinage des TGV. Ah oui, oui, aussi. Oui. Ah, mais c'est des ralentisseurs, ça. C'est des ralentisseurs. Est-ce que vous vous êtes posé la question comment fait un compteur de vitesse sur la voiture quand il est entraîné? Il y a un aimant, on simplifie, qui tourne à l'intérieur d'une cloche en aluminium, et le fait qu'il y ait un mouvement du champ magnétique, ça entraîne la cloche en avant ou en arrière. Ouais, bon, ça c'était les vieilles, ça c'était les vieux systèmes, ça. Sur le même principe, sur le même principe à l'envers, les ralentisseurs de camions et du TGV, ce sont des disques en face desquels on a mis des bobines à courant continu. Ah oui, et puis du coup, alors, comme ça tourne dans un champ magnétique, ça se met en court-circuit. D'accord. Donc l'intensité, la puissance qui est là disponible, c'est elle qui freine, qui ralentit. Et le système, il s'arrête de ralentir dès qu'on est arrêté, puisqu'il n'y a plus de mouvement. Il n'y a plus de mouvement. Voilà. Et ça économise les freins. Et voilà. Mais surtout quand les camions en descente, pendant les longues descentes, il met sa sauce plus ou moins fort, il ralentit, tant qu'il y a du jus, il n'a pas touché à sa pédale de frein, le mec. Ça l'économie. Alors le TGV, je ne savais pas, mais bon, il fait pareil. Voilà. Ça, c'est les courants de Foucault. Ok. Donc voilà, courant de Foucault. Alors, pas de questions sur les courants de Foucault. Ah bon? Heureusement. Heureusement. Il y a une expérience spectaculaire pour les courants de Foucault. Un tube de cuivre, on met dedans en haut un aimant, et il ne va pas chuter guidé de machin, non. Il va descendre tout doucement. Il va descendre parce que
le courant de Foucault l'empêche, généré dans le cuivre, l'empêche de descendre, ça le bloque. Ah ouais. Ah ouais. Ah oui, Alors que le c'est cuivre n'est pas spectaculaire. magnétique. Pardon? Alors que le cuivre n'est pas magnétique, c'est Oui. étonnant ça. Quand même. Ah, il Non, est diamant- il y a, il est il y a- il y a un diamant- champ magnétique variable dans le cuivre. Qu'est-ce qui se passe dans le transfo? Oui, absolument. Mais, Le champ magnétique, il est variable sans arrêt, il est en alternance. Donc ça te génère des tensions primaires, secondaires, enfin bon. Et donc ça freine, puisqu'il y a du courant là-dedans qui passe dans Oui, le oui, je comprends tube très de cuivre, bien. ça le maintient. Il faudrait que je trouve, je vais voir ça avec André. S'il peut nous ramener Un tube de cuivre avec un aimant dedans, ouais. avec un Avec un aimant. aimant. L'aimant, il peut être un anneau de récupération de magnétron. Ouais. Et je vais D'accord. regarder ça. Donc voilà, alors ça c'est, si vous voulez, si ça vous intéresse, alors ça c'est très intéressant quand on commence à bricoler, notamment quand on commence à bricoler les ballons. Parce que quand on parle de ballon, donc symétriseur d'antenne, il faut penser aussi au rendement du ballon, Et donc, qui va avoir une incidence sur l'impédance de sortie du ballon. Le ballon sert à symétriser Les antennes notamment, ouais. une balance ou une balance. Les balance unbalanced, c'est-à-dire que tu symétrises ou tu désymétrises le courant, puisque grosso modo tu as une antenne qui est symétrique et un câble coaxial qui est, enfin, vu sa forme, il est plutôt voilà, il n'est pas vraiment symétrique. Donc tu as un système comme ça qui te permet de passer de l'un à l'autre. Et donc, du coup, il faut tenir compte du rendement du transfo pour avoir l'impédance en sortie. Le ballon dont tu parles, c'est juste un transfo. Oui, C'est mais tu peux avoir un transfo, enfin déjà des ballons 1 sur 1, donc qui sont juste là pour transformer le symétrique en asymétrique. Et après, tu peux avoir après des différents rapports. La sortie du transfo, elle est symétrique de Ouais. toute façon. Ouais, ouais. Ah ouais, d'accord. Et l'entrée, elle est asymétrique parce qu'il y a un point milieu. Bah oui. D'accord. C'est compliqué. Enfin, on verra ça quand on parlera de l'adaptation des antennes, mais il faut avoir ça en tête. Ah, Là, un cas particulier, c'est l'autotransformateur, ça n'existe quasiment plus, ça. Si, C'est ouais, des enfin, trucs bon. qui alimentent les armeurs électriques encore. Ouais, 110, enfin, bon. 220, oui. Ouais. Ouais. Ça, c'était plutôt les trucs 110-220, là, les trucs de grand-mère, là. Ouais. Pour les machines à coudre. Voilà, les machines à J'ai coudre vu et ça, autres moi. trucs. Donc, il y a un primaire, donc de là à là, et le secondaire de ici à ici, avec finalement l'intensité. Ici ne passe que l'intensité primaire, et ici va passer l'intensité primaire et secondaire. Hein, et donc là, la tension ici, c'est fonction du nombre de spires. Là, si j'ai 2 spires, ici 3 spires, eh ben, j'ai une répartition 2 cinquièmes, 3 cinquièmes. D'accord. Donc ça, c'est l'autotransformateur. Encore une fois, pas de question à l'examen, mais c'est pour que vous sachiez de quoi on parle. On en arrive au deuxième sujet de la soirée, qui sont les piles et les accumulateurs. Alors en fait, j'ai très peu de questions sur les piles. Les seules questions vraiment que j'ai sur les piles, c'est en fait des questions liées à la loi d'Ohm. C'est-à-dire qu'on montre un générateur qui est une pile, mais en fait, on s'en fout. Ça pourrait être n'importe quoi. C'est pour montrer que c'est un générateur de courant continu. Mais en aucun cas, on a de questions sur la pile en elle-même. Mais c'est intéressant comme sujet, la pile. Premièrement, la pile ou un accumulateur, ces deux choses, ce sont des réserves de courant continu. Très importantes. Tout à l'heure, on voyait le courant alternatif, sinusoïdal, secteur, EDF. Là, maintenant, on est dans le courant continu. Ça emmagasine de l'électricité grâce à une réaction chimique, et donc les deux termes, c'est l'électrode, on va voir ce que sont des électrodes, et un bain électrolytique, c'est-à-dire le bain dans lequel baignent mes deux électrodes. Représentation schématique, c'est ça. Donc,
Le plus, c'est le plus long. Et le moins, bah, c'est l'espèce de trait gras qui est censé représenter du charbon. Pas facile, hein. Mais voilà, c'était ça l'idée au départ. Attention, le condensateur, c'est l'inverse. C'est-à-dire que le condensateur, il a plutôt le grand trait. Là, c'est pour montrer comment dire, Le boîtier. le boîtier. Le boîtier du condensateur qui est lui au moins. Exact. Même au bout de la barre. Voilà. Là, Donc finalement, le schéma, il est à l'envers. Enfin, c'est l'inverse, pas se tromper, quoi. Dans ma pile, essentiellement dans ma pile d'ailleurs, il y a ce qu'on appelle une résistance interne, qui est en fait la résistance chimique, enfin c'est la réaction chimique qui peut avoir du mal à se faire. Elle va avoir du mal à se faire dans la pile et elle sera beaucoup moins, on le sentira moins dans l'accumulateur. L'accumulateur, il a plutôt tendance à avoir une résistance interne très faible, d'où des problèmes. Parce qu'il ne faut surtout pas le mettre en court-circuit. Une pile, on peut la mettre en court-circuit, elle va pas aimer, elle va chauffer, voilà, elle va pas trop bien supporter. Un accumulateur, si on le fout en court-circuit, il explose. une clé molette dessus et elles font, hein. Oui, enfin, elles font, et puis ton accu, il est un peu secoué, hein. Faut en acheter un neuf. Surtout, C'est une solution. surtout, ce qui est dangereux, c'est bon, quand on manipule les batteries de Fenwick, tous ces Ah gens-là, ouais, ouais. il y a d'ampères d'ampères là, bah oui. disponibles. Et pour peu qu'il ait été fini d'être chargé, il y a encore plein d'hydrogène sous le bouchon. Ouais, ouais. Et là, Mais ça s'évapore tout autour. Et on fait une étincelle et là, ça pète. la queue explose. Donc ça, c'est ma pile. Donc, alors, terme aussi important, la tension générée par la pile, on va pas appeler ça U. U, je vous rappelle, ça vient de l'allemand qui veut dire différence de potentiel. Je ne sais plus ce que ça veut dire, le U. Et le U, c'est l'initiale du mot allemand qui veut dire différence. DDT. Voilà. En l'occurrence, c'est pas une différence de potentiel là, c'est une force électromotrice. Et donc c'est pour ça que je vais utiliser le terme E pour dire c'est de l'énergie disponible. Alors ça se mesure en volts, pas de problème, mais c'est pour montrer que c'est pas voilà, c'est pas quelque chose qui consomme, c'est quelque chose qui génère. Et donc ça c'est E. Et ce E va dépendre essentiellement pas du bain électrolytique mais du couple électrolytique. La nature des... Donc mes deux électrodes, de quoi sont constituées mes deux électrodes? C'est ça qui va déterminer la force électromotrice. Quand je suis dans le cas d'une pile, une pile, ça ne fait que, ce n'est qu'une source, donc ça ne va faire que générer un courant. Quand je suis dans le cas d'un accumulateur, ça peut être une source quand je débite, mais quand je vais le recharger, ça va devenir une charge, puisque ça va consommer de l'énergie. D'accord? Et donc dans ce cas-là, mon accumulateur, soit c'est E quand il débite, ou soit c'est U quand il se recharge. Et évidemment, c'est pas la même tension. C'est une forme de dialectique, ça. Ah oui, c'est complètement. Et c'est pas la même tension, c'est-à-dire que la tension de charge est toujours supérieure Absolument. à la tension de décharge, enfin, ou d'utilisation. C'est logique. C'est logique. Il faut que la réaction chimique s'inverse. Potential Unterschied. Ah, Unterschied. Voilà. Voilà, merci, Regardez. le Oh, bah, linguiste. On a ses limites quand même. Donc, Voilà. Donc Unterschied pour dire différence
et force électromotrice pour dire le E. Et évidemment, cette force électromotrice, c'est ce qu'on appelle aussi la tension à vide. C'est-à-dire que, évidemment, on ne s'amuse pas à faire débiter notre source. On mesure sa tension alors qu'elle n'est pas branchée. Alors, pour un accu, c'est pas problématique parce qu'il n'y a pas cette résistance interne. Pour une pile, notamment si elle débite beaucoup, ça peut poser problème. Parce que du coup, la résistance interne, elle, qui est à l'intérieur de ma pile, ne peut pas mesurer la tension aux bornes de la pile sans la résistance interne, c'est impossible. La seule manière, c'est de l'éliminer, c'est-à-dire de faire en sorte que ça ne débite pas. Je mesure une tension, et comme je n'ai pas d'intensité dans ma pile, et ben ici, ma loi d'Ohm, elle me dit, je n'ai pas de chute de potentiel aux bornes de ma résistance interne. Donc c'est ça que je mesure là, quand je parle de tension à vide, c'est que ma pile ne débite rien. Avec un bon voltmètre alors. Ouais, bon, enfin même si c'est un mauvais voltmètre, ça va pas avoir une incidence telle que ça va faire chuter la tension. Alors pourquoi une pile se décharge toute seule? Parce que c'est la réaction chimique qui, celle-là, elle se décharge toute seule. Même si on tire pas dessus. Même si on tire pas dessus. Ouais, les accus Sauf aussi, hein. les piles Wonder. Qui ne s'use que si l'on s'en sert. C'était pas tout à fait vrai. Mais c'était pas tout fait. Même les accus se déchargent. Et les accus se déchargent aussi. Bah oui, mais tous. Non, mais c'est la réaction chimique qui se déclenche. Hein. Et enfin, dernière caractéristique des piles, donc force électromotrice. Et oui, la pile, l'accumulateur, quand je le recharge, ça s'appelle la force contre-électromotrice. C'est la tension qu'il faut pour recharger mon accu. C'est la force contre-électromotrice. La FCEM. Et puis, donc, la résistance interne, on en a parlé. Lorsque la pile est usée, la résistance de la pile augmente. C'est comme ça qu'on mesure. Et la dernière caractéristique des piles, c'est sa capacité, c'est-à-dire combien de courant elle va pouvoir me débiter. Et ça se mesure en coulombs. On a déjà vu cette unité-là. Ou alors, unité beaucoup plus courante pour les accumulateurs notamment, l'ampère-heure. Et un ampère-heure, c'est 3600 coulombs, puisque je rappelle, dans une heure, il y a 3600 secondes. Donc c'est 1 ampère par seconde. Ça, donc un coulomb, c'est 1 ampère par seconde. Donc c'est homogène quoi. Voilà. Et un ampère-heure, on multiplie par 3600. Parce que là, forcément, la consommation est rapportée au temps. Ah oui, oui. Oui, forcément. Puisque c'est concrètement, c'est un nombre d'électrons qu'il y a emmagasiné dans la pile, c'est tout. Si tu pompes à fond dessus, combien de temps tu vas pouvoir voilà. Dessus. Ça revient à dire ça. Ouais. C'est Q égalité, c'est ça. Exactement. La vraie formule. C'est vrai qu'il y avait une question dans les questionnaires, enfin dans l'examen, où il y avait des ampères-heures et des coulombs. Et j'ai eu une hésitation un doute. à un moment donné. Voilà. Bon, c'était une pile qui débite 10 milliampères pendant 8 heures. Ah ouais. Qu'est-ce que c'est la capacité de la pile, en ampère-heure ou en coulomb? Mais en fait, c'est la même chose, mais c'est juste une histoire d'unité et parce que l'ampère-heure est quand même beaucoup plus parlant complètement, oui. Intellectuellement que le coulomb. C'est tout. C'est vrai, oui. Mon coulomb. Et puis maintenant, on a les fameux watteurs aussi pour les accumulateurs dans les voitures. Maintenant, on parle de kilowattheures pour les voitures électriques. C'est exact. Oui. Parce qu'en fait, tu multiplies après ta capacité par la tension générée par ton accumulateur.
Et ça donne donc des kilowattheures. Avec la notion d'un courant qui est consommé. Avec voilà, et ça te permet comme ça, voilà, si je fais tant de kilowattheures, bah, je peux faire tant de kilomètres. Ah bah avec les voitures électriques, ça va être intéressant tout ça. Voilà. Sauf que là, on parle de kiloampères. Ouais. Pour les voitures. Bah oui, oui, oui. Ah bah oui. En pleine Ah bah la petite Twingo électrique, 22 kWh hein, la batterie. Et c'est une des plus petites. Même sur un vélo électrique. Hein, ah oui, oui, oui. On est aussi en centaines de. On est en centaines de wattheures. Dizaines, 36, 40 kWh. Ouais, 40 kWh. C'est vrai. C'est la capacité de la pile, hein, de l'accumulateur, hein, quelque part. Il y a des questions là-dessus? Non. À part, évidemment, ce que j'ai cité. Oui, mais c'est tout. Oui. Ah bah non, attends, quand même. Non, mais ça, c'est du plus pour que vous ayez... non, c'est bien, pour les bonnes notions. Pour que vous compreniez bien ces notions-là. Association en série et parallèle, aucune question à l'examen. Mais voilà, mais après ce sont des choses qui sont tellement évidentes que c'est mieux de le dire. Donc les piles comme les accumulateurs, on change un jeu de piles complet, c'est-à-dire qu'on ne s'amuse pas à changer. Enfin, si on a 3 piles à changer, on change les 3 en même temps. On n'en change pas une des 3 pour faire des économies. Ça ne marche pas. Et on change de la même marque. Et on prend la même capacité pour être certain qu'il n'y ait pas de soucis. Les accumulateurs aussi, on les recharge ensemble. Mais sinon, elles se vident l'une dans l'autre. Hein. Ça peut arriver. Hein. Dans les accus, en tout cas. Dans les accus, oui, dans les accus. Oui. Et donc voilà, donc c'est pareil, les accus, on les recharge ensemble et on les met au même niveau ensemble. Ben là, par exemple, on a trois éléments dans celui-là, ouais. 3 éléments en série, doublés en parallèle. Oui, c'est des batteries d'ordinateur. Ça fait 11 volts 1 avec et 3 volts 7 chaque élément. C'est chaque élément, c'est 3 volts 7. Donc 3 volts 7 multiplié par 3, ça nous donne presque 12 volts. Et la puissance est doublée parce qu'on met encore une autre série de 3 en parallèle. Et là-dedans, il y a 6. Voilà. Et il y a le gestionnaire de charge et d'équilibrage des éléments les uns par rapport aux autres. Jusqu'au moment où il y en a un qui n'en peut plus, et là, qui se met à plat et qui descend donc en dessous de 2 volts 5 et qui déséquilibre toute la chaîne. Et là, la tension, elle est plus du tout ce qu'elle devrait être. Et donc on décrète que bien sûr l'accu est mort. Alors qu'il n'y en a qu'un seul qui est. Longtemps, hein, ce truc-là. Ah ouais, ça dure longtemps. Et alors qu'il n'y en a qu'un. Il n'y en a qu'un seul sur les 6 qui est mort. Voilà. Ça dure longtemps. Lorsqu'ils sont montés en série, les piles et les accumulateurs, voire leur force électromotrice et leur résistance interne s'additionner. C'est normal. C'est en série, donc la tension elle s'additionne et la force et la résistance interne aussi. Et évidemment, quand c'est en parallèle, les résistances internes, elles diminuent, puisqu'elles sont en parallèle. Et la force électromotrice, elle est constante. Mais du coup, il faut utiliser bien la même pile, enfin tout au moins la même technologie. C'est-à-dire qu'on ne peut pas s'amuser à mélanger du 1 volt 5 et du 3 volt 7, sinon ça ne va pas aller. De toute façon, 3 volt 7, c'est des accus. Donc, mais, ou 1 volt 2 et 3 volt 7. Et puis, bon, après, on peut s'amuser aussi à mélanger quand on est en parallèle différentes technologies, mais voilà, c'est pas souhaitable. Quand on le fait, il faut le faire sciemment et en connaissance de cause. Bon, question chimie. Donc ça, c'est ceux qui veulent. Ce n'est pas à l'examen.
Mais voilà, donc là je vous ai mis la pile de Volta, c'est la pile qu'on va voir tout à l'heure. Donc on reviendra dessus sur la zinc cuivre. Mais la zinc cuivre, sa tension c'est 1 volt 1. La tension théorique, on va voir qu'en pratique, ça pas vraiment, enfin on n'est pas loin, mais c'est pas 1 volt 1. Et j'ai eu l'explication après, je vous la dirai après. Donc on voit bien, là j'ai du cuivre, ici du zinc, avec le cuivre j'ai deux manques d'électrons, puisque c'est 2 plus. Donc c'est que j'ai 2 trous d'électrons. Ces 2 trous d'électrons vont être récupérés ici par le zinc. Alors, on va voir la réaction chimique, je vous l'ai mis là. C'est une réaction chimique assez simple, mais voilà, je l'agrandirai tout à l'heure. Donc ça c'est la pile de Volta, donc c'est la pile originelle. Ça c'est une pile. La pile c'est un empilement. Et voilà, empilé. C'est pour ça qu'on appelle ça une pile. C'est pour ça qu'on appelle ça une Tout pile. à fait. C'est un empilement de disques de cuivre et de zinc. Acheter une Force Stout. Voilà. Et donc ça c'est Monsieur Volta qui l'a inventé. Plus tard, mais beaucoup plus tard, 70 ans plus tard, presque, on a Monsieur Leclanché qui arrive. Et Monsieur Leclanché, il a la bonne idée de créer sa pile pour pouvoir permettre qu'elle soit transportable. Et puis surtout que ce soit industriel. Enfin, c'est le premier qui industrialise la fabrication des piles. Et donc c'est la pile dite saline qui fait 1 volt 5. C'est les piles classiques que vous avez encore maintenant. Et c'est Monsieur Leclanché qui... les piles rondes là. Ouais, les piles rondes, ouais. Ouais, c'est du zinc, charbon et du manganèse. Il n'y a plus cette marque-là, mais c'était une marque avant. Ah oui, c'était une marque. Oui, oui. C'est un brevet. Hein. C'est un brevet, oui. C'est un brevet, après, tout le monde... Très vendu. Ouais, ouais. Dans les années 60. Et donc là, je vous ai mis la réaction chimique qui est un peu plus complexe que la pile de Volta. Hein. C'est un peu plus complexe. Voilà. Mais elle marche nettement mieux que la pile de Volta. Entre-temps, la chimie, elle a avancé. Donc, enfin, Volta, je pense pas qu'il ait compris ce qu'il faisait, hein, pour tout vous dire. C'est le coup de bol, hein, je pense. C'est le coup de bol. Voilà, on va dire ça. Alors que Leclanché, je pense qu'il a un peu plus maturé son truc. Et puis là, je vous ai mis un accumulateur. Donc ça, c'est l'accumulateur au plomb. Alors quand on dit au plomb, en fait, il y a une électrode en plomb pur et une électrode en dioxyde de plomb. Et le tout, ça baigne dans de l'acide sulfurique. Ça ne peut marcher que comme ça. C'est les batteries de voiture, ça. Enfin, batterie de voiture, ouais. Tout voilà. Ça. Et quand on regarde le couple électrolytique, ça fait 2,04 volts. Mes fameux 2 volts. Enfin, nous, on a toujours en tête les 2 volts. En fait, précisément, c'est 2,04 volts. Donc, par élément. 6 éléments sur une batterie de 12 volts. Il y a 6 éléments. Voilà. Et donc, ces valeurs de tension, là, c'est ce que l'on appelle des redox. Alors, les potentiels d'oxydoréduction. Et ça, enfin, le petit terme gentillet, ça s'appelle des redox. Et donc ça va dépendre du couple ici utilisé et quelquefois pour certaines réactions chimiques du diélectrique, enfin c'est pas le diélectrique, c'est le bain électrolytique dans lequel ça baigne. Ici dans ma pile de Volta, on va appeler ça solution aqueuse. Donc c'est une solution avec de l'eau et un machin qui permet d'attaquer le zinc. Donc on attaque le zinc par de l'acide ou au contraire par un alcalin du style de la soude ou quelque chose comme ça.
Là, en l'occurrence, moi, j'ai pris du vinaigre blanc. Les batteries au plomb, Acide. C'est acide. Les batteries au plomb, ça a encore un bel avenir, non? Bah, c'est quand même une jolie merde, hein, pour le recyclage. Écologique, oui, voilà. Alors, Non, non, parce que Mais le problème, c'est que ça pèse lourd, hein. C'est beaucoup plus, enfin, à capacité équivalente, une batterie au plomb, c'est beaucoup plus lourd qu'une batterie lithium-ion. Hein. Forcément, Moi, je m'y intéresse parce qu'on vend encore des petites batteries au plomb. Il se trouve que j'ai un chargeur pour les batteries au plomb pour mettre au cul d'un émetteur QRP. Ah oui, oui. Quand on oui. Parce que il y a une batterie intérieure, mais il effonce sa puissance quand tu le mets sur la petite batterie. Ouais. Or, tu le mets en alimentation externe, il remonte. Bah là, ça remonte tout de suite. Au maximum. Ouais. Donc, je me posais la question de savoir au niveau capacité. Enfin, c'est une technologie qui mais ça marche très bien. D'autant plus que j'ai fabriqué dans le temps un chargeur. Ah bah voilà. Et donc tu peux l'utiliser sans problème, ouais. Mais voilà, je suis pas sûr que il y a un avenir technologique. Non, mais on en trouve encore. Ah ben oui, et ça coûte beaucoup, enfin ça coûte moins cher qu'une lithium-ion. Ah bah absolument. Qu'est-ce qu'ils mettent dans les voitures justement? Ben, des lithium-ion. Ah ouais, c'est des batteries puissantes. C'est puissant et c'est pas trop volumineux. Enfin, par rapport à la capacité qu'ont ces batteries. Je me rappelle plus, il y avait un rapport performance-poids qui comparait les différentes technologies, le plomb, le cadmium-nickel. Mais c'est pas le cadmium-nickel, c'est pareil, c'est pas extraordinaire. C'est déjà un peu mieux que le plomb. Ensuite, on a les nickel hybrides. C'était des piles qu'on rechargeait, mais qui gardent en mémoire en fin de charge. Elle garde en mémoire c'est-à-dire quand elle se décharge, on croit qu'il n'y a pas assez, enfin, qu'on n'a pas tout vidé, et après la charge suivante, en fait, on ne remplit pas complètement la batterie. Et ce qui fait qu'elle a beaucoup moins d'énergie ensuite par la suite, ouais. Par la suite. Chose que n'a pas du tout les lithium-ion. Oui, la lithium-ion, tu peux complètement la décharger puis la recharger après. Non, pas la décharger parce qu'elle est morte. Oui, non, mais. Mais on peut la recharger et la capacité est réellement. Ne varie pas beaucoup. Voilà, ça reste bien encadré. Bon, voilà. Donc, pas de questions à l'examen dessus. Si ça vous intéresse, il y a plein de littérature là-dessus. Donc les questions à l'examen, c'est ce que je disais tout à l'heure. Là, quand on a une question comme ça, c'est juste pour vous montrer que c'est un générateur de courant continu. Mais en aucun cas, la question est posée ici sur la technologie de la pile. Alors, en revanche, s'il y avait des questions d'examen, ça serait de ce type-là, mais en fait, tout se calcule avec la loi d'Ohm. Oui, tout à fait. Quelle est la résistance interne? La résistance interne de la pile, en fait, il faut regarder la force électromotrice, et par différence de la tension qu'on aurait ici sur la résistance, c'est ce qui est consommé par ma résistance interne, et donc après j'ai ma loi d'Ohm que je peux manier dans tous les sens pour arriver à retrouver ma résistance interne. 25 ohms, c'est pas terrible. C'est pas génial, non. Généralement les résistances internes elles sont de 3 ohms. C'est ça, voilà. Enfin, dans les piles du commerce. Hein. Là, la mienne, elle est pourrie, celle-là. Oui, mais c'est pas vraiment une pile du commerce. C'est pas vraiment une pile du commerce. Donc là, même chose, voilà, on va pas revenir dessus. En revanche, là, voilà, j'ai vu quelques questions sur la capacité d'une pile.
Donc un accumulateur dont la force électromotrice est de 12 volts et dont la résistance interne est négligeable, c'est normal, c'est un accumulateur, se déchargeant 3 heures lorsqu'il est branché sur une résistance de 10 ohms. Quelle est la capacité de l'accumulateur? Donc l'intensité, c'est quoi? C'est 12 volts divisé par 10 ohms. Hein, I est égal à U sur R. Ça me fait 1,2 ampères. Ça, on arrive à calculer ça. Multiplié par 3, ça me fait donc 3,6 ampères heure. Ou, si je remultiplie par 3600, 12 960 coulombs. Sauf que c'est chiant à écrire sur une pile. Alors, voilà, généralement, sur la pile, il y aura, ou l'accumulateur, il y aura marqué 3,6 ampères heure. J'ai jamais vu Et en aucun cas, il y aura marqué des coulombs. Il n'y a pas de coulombs sur les piles. Voilà, mais bon. Mais normalement, ça devrait être écrit en coulombs, puisque l'unité est le coulomb. C'est juste. Petite manip de la soirée, donc on va commencer par le transfo. Par le transfo que je n'ai pas installé. Alors, alors je vais essayer de pas me prendre une châtaigne au passage. Parce que c'est branché sur... Ah bah oui. Ah ouais. Ah ouais, vous savez, il n'y a pas de... On te fera un massage cardiaque. Voilà, vous me ferez un massage cardiaque. C'est pas 50 volts le maximum là? Si. Mais on vit dangereusement ici. Voilà, donc ma manip de la soirée avec ici mon transformateur et ici une résistance. Alors je ne sais pas si on voit, mais il y a marqué ici 120 ohms. Ah bah oui, on le voit. On le voit bien. Marqué 120 ohms. Ce que j'ai rajouté, mais ça je vais le repasser sur mon PDF pour montrer mon montage. Alors, ce que je fais, c'est que ce que je veux mesurer, c'est ma puissance disponible sur mon primaire. Ma puissance disponible sur mon primaire, c'est ma tension au primaire multipliée par mon intensité. Si je veux commencer à mesurer une intensité au primaire, il faut que je démonte tout mon système pour insérer mon ampère-mètre. Ce qui n'est pas pratique. Donc il y a une autre solution qui consiste à utiliser ma loi d'Ohm. Comment je fais? Je mets ici une résistance dans mon circuit. Et ce que je vais faire, tout simplement, je vais mesurer la tension d'ordre de ma résistance. Ah, bien sûr. En mesurant cette tension-là, je vais pouvoir en conclure l'intensité qui passe dans ma résistance et donc l'intensité qui passe dans mon primaire. Ok. Sur mon secondaire, j'ai deux résistances. J'ai une résistance de 120 ohms là qui est déjà montée et j'ai une résistance de 18 ohms. D'accord? Donc ça va me permettre comme ça de faire varier ici l'intensité au secondaire grâce à ma résistance et encore une fois grâce à ma loi d'Ohm. Et connaissant, je vais pouvoir mesurer ma tension au secondaire. Connaissant la valeur ici de ma résistance, je vais en déduire la puissance disponible sur mon secondaire. Et donc pour ces deux valeurs-là. Et pour ces deux valeurs-là de résistance, je vais pouvoir définir le rendement du transformateur. Qui va pas être le même. Ah bah, c'est justement ça l'intérêt. Bien sûr. C'est justement ça l'intérêt. Alors, je reviens sur ma caméra. Donc voilà, ici, je vous montre, ici c'est ma... Alors je vais le tourner parce que ça va me permettre comme ça de faire, de mesurer plus facilement. Hein, donc ici ma petite résistance. Et ici j'ai ma prise que je mets sur le 220. Alors déjà, auparavant, je vais... Alors,
pour votre information, là, c'est marqué 1200 ohms sur ma résistance, enfin le code couleur, 1200 ohms. Je peux vous dire que je l'ai mesuré, elle fait 1280 ohms. Voilà. Donc, voilà. Maintenant que j'ai sa valeur réelle, ça va quand même être plus facile. Ici, donc, c'est ma résistance de 120 ohms que j'ai mis là. Et maintenant, j'ai mon voltmètre que je vais mettre à côté, s'il veut bien, que je mets en position voltmètre, c'est mieux, qui m'indique n'importe quoi parce que je ne l'ai pas branché. Et je vais noter au fur et à mesure toutes les valeurs sur un bout de papier que je devrais avoir pas loin, que si j'avais préparé, ça aurait été mieux. Je ne l'ai pas préparé. Est-ce que ça marche? Ouais. Donc, ça, première chose, donc c'est branché. Donc attention aux doigts. Faut pas faire n'importe quoi. Donc ici, je mesure la tension que j'ai sur ma résistance. Ça y est, ça m'indique n'importe quoi. Ça commence mal. Pourquoi ça marche pas? Oh bah non, commence pas. Il est bien branché. Bah ouais. C'est notre transfo, il n'est pas branché là. Il n'est pas branché? Ah ouais. Ah bah je l'ai pas branché, ça commence mal. Effectivement, ça peut pas marcher. On progresse. On progresse. Voilà. Continuons. Continuons. Voilà, 28 volts. Alors ça, c'est pas très beau. Ça marche mieux, voilà, 28 volts. Combien que la résistance 1900 volts, c'est ça? Ouais. 24, ouais, ça bouge pas mal. Hein. Alors attends, je vais la mettre là. Normalement, ça bouge plus. Voilà, 27 volts. Ouais, 27 sur 100. Allez, 27, un peu plus de 27. Normalement, ici, j'ai pas mesuré. À la maison, j'avais 230 volts. Ici, je suis pas certain d'avoir... J'aurais dû mesurer aussi la tension fournie par monsieur EDF. Ça serait mieux. Parce que du coup, il faut que je retranche sur l'alimentation de mon transformateur mes 30 volts là. D'accord? Donc là, je vais avoir... Donc là, j'ai ma tension sur R. Ma tension R, ce que j'appelle RP, c'est-à-dire la résistance du primaire. J'ai, allez, 29 volts pour faire simple. D'accord? Qu'est-ce que j'ai sur ici ma résistance? Essayez de ne pas me m'électrocuter non plus. J'ai 11 volts. 11 volts,2. D'accord? Et ça tombe bien parce que sur mon transformateur, c'est justement la tension qui était indiquée. Ah ouais. Pile poil. Pile poil. Le constructeur l'avait indiqué sur le transformateur. Voilà. C'est effacé, mais c'était bien indiqué sur 11,2 volts. C'était bien indiqué sur le document, enfin sur le transfo. Donc voilà, je débranche ça et on va calculer maintenant à la calculette la puissance, enfin le rendement de mon transfo. Sur donc mon primaire, quelle est la puissance? Alors la puissance, c'est l'intensité, c'est-à-dire l'intensité, c'est la tension divisée par la résistance. La tension, c'est quoi? C'est 29 volts divisé par les 1280.
la valeur de ma résistance. Et ça me fait 22 milliampères. Je note 0,22 milliampères. Enfin 0,022 puisque c'est 2,2 10 puissance moins 2. Donc ça me fait 22 milliampères. Que je multiplie par ma tension. Ma tension, c'est donc mes 220 volts. 227 en théorie. Moins les 29 volts. Donc 200, on va dire, pour faire simple. En supposant que la tension, elle est bien... Donc je multiplie par 200. Et ça me donne donc 4,5 watts. 4,5 watts au primaire. Au secondaire, qu'est-ce que j'ai? J'ai 11,2 volts. Alors, au secondaire, P est égal à U2 sur R. Donc ça me fait 11,2 au carré. Il est où mon carré? Au carré. Que je divise par la valeur de la résistance, il y a marqué 120 ohms. Je l'ai mesuré, il fait bien 120 ohms. Et là, ça me donne 1,04 watts. Allez, 1 watt, on va faire simple. D'accord? Donc le rapport, le rendement, c'est 1 watt au secondaire divisé par mes 4,5 watts au primaire. Ce qui est très pourri. Ça fait 23%. Mais mon problème, c'est que moi, je ne suis pas à la valeur optimum de mon transfo. Je débite pas beaucoup. Et donc là, j'ai un mauvais rendement. Parce que mon transformateur est sous-utilisé. D'accord. Parce qu'il n'y a pratiquement rien qui passe dedans. Ben voilà. C'est-à-dire le champ magnétique, il est négligeable. Ouais, et puis le transfo ne fait que de générer un champ magnétique qui ne récupère pas. Ouais. Ok. Alors je l'ai bien débranché, yes. Donc je peux foutre ma main dessus. C'est bon. Ouais, donc finalement ça fait des pertes. Ouais, c'est pas génial. Hein. Transfo qui ne débite pas. C'est pas génial. Hein. S'il y en a une tripotée dans une maison. Maintenant j'ai mis une résistance ici de 18 ohms. Donc ça va débiter plus. Oui. Automatiquement. Alors, on refait les calculs. On refait la manip. Je vire ma calculette. Je refais ma manip. Je recalcule ici mon intensité. Déjà ma tension. Allez, si tu veux bien, toi, te mettre là. Avec la tension, comment celle-là? Ma tension, maintenant, elle est de 40 volts. Donc je note, je renote. C'est la tension ou sa primaire? Sur le primaire, ouais, 40 volts. Et ma tension sur le secondaire, ici. Secondaire chargé. Secondaire chargé. 8 volts 1. Ça s'est cassé la gueule. Pourquoi? Parce que je pense que là, mon transformateur, au contraire, il est surutilisé. Avec combien d'ohms là? Avec 18 ohms. 18 ohms. 100. Et donc là, j'ai... Enfin, 8... Attends, c'est pas génial. Ces trucs-là, c'est pas pratique. 8,5 volts. 8,5, 8,6. Quand je touche ici ma résistance, elle chauffe. Alors que l'autre, tout à l'heure, je pouvais mettre mon doigt dessus, il ne se passait rien. Autrement dit, elle est plus lourde que tout à l'heure. Ah bah oui, celle-là, elle consomme. Tu ne peux pas la soulever longtemps. Ah bah ouais, puis celle-là, tu peux pas mettre ton doigt dessus. Là. Non, mais ce que je veux dire, c'est que à cause de ça, elle est plus lourde que l'autre tout à l'heure. Si, bah tu peux pas la soutenir. Ouais, oui, c'est ça. Donc 8,5 volts. Alors on fait nos petits calculs. Au primaire, on a donc
40. Alors déjà, mon intensité au primaire, c'est 40 volts divisé par 1280. Ça me fait 31 milliampères. Exact. Que je multiplie non plus, puisque j'ai 40 volts, je chute de 40 volts mes 220 volts, mes 227 volts. Donc ça me fait multiplier par 190 volts seulement maintenant. Merde. 190. Ça me donne donc 5,9 watts en entrée. Donc ça consomme 5,9 watts. Je vous rappelle que l'autre il consommait 4,5 watts. Hein. Donc il consomme un tout petit peu plus. Mais par contre, sur mon secondaire, j'ai 8 volts 5. 8 volts 5 au carré. Tu n'avais pas dit 0,1 ? Bah, j'ai noté 8 volts 5. De toute façon, on va voir. 8 volts 5 au carré que je divise par 18 ohms parce que ma résistance elle fait bien 18 ohms, je vais aussi mesurer. C'est un divisé ou un plus ça? Ah, c'est un plus. Ça va pas aller. Exé. Et là ça me donne 4 watts. 4 watts que je rapporte à mes 5,5,9 exé, 68%. Alors, je ne dois pas être au rendement optimum, parce que vous avez vu que ma tension n'est plus de 11 volts, mais de 8 volts 5. Donc, j'ai dû dépasser la puissance nominale. C'est-à-dire que pour bien faire, il aurait fallu que je trouve une résistance qui me permettait d'obtenir les 11 volts. Et au-delà, sans que ça chute. Et là, je pense que j'aurais obtenu 75-80%. Et il est pas noté non. La puissance non. On verra non. Ah, c'est peut-être effacé. Hein. Oui, j'ai retrouvé la tension, c'est déjà bien. Il n'y avait pas marqué la puissance. D'accord. Voilà, donc ça c'est la manip du transfo que j'arrête. Et maintenant, je reviens donc là-dessus, je vous ai mis des calculs de ce que j'avais trouvé à la maison. Alors, mon PDF ici. Vous voyez, moi j'arrivais à 72%, voilà, mais ça revient au même. Hein. Donc je pense qu'on devrait approcher les 75-80 si on a... Alors j'ai cherché dans ma boîte à Miracle une résistance qui faisait 22 ou 27 ohms. Malheureusement, j'en ai pas. Il va falloir que je fouille un petit peu partout pour en trouver une. Déjà, j'ai eu du mal à trouver 18 ohms et 120 ohms. Voilà, donc je pense en trouvant une résistance de 22 ohms ou 27 ohms, on arriverait à obtenir mes fameux 11 volts et donc d'optimiser mon rendement. Deuxième expérience, ça c'est ma pile de Volta. Donc, alors avant de vous la passer à la webcam, je vais vous présenter ici ce que c'est. Donc là, c'est des pots de confiture, hein, des bonnes mamans, voilà, que j'ai assemblés. Publicité, c'est pas bien. Et là, j'ai pris alors un tube de cuivre que j'ai refendu pour mettre dedans. Ici, on voit. Alors ça, c'est un morceau de ma gouttière, hein, pour être concret, que j'ai démonté et coupé en lamelles là pour faire ces éléments-là. Je vais vous les montrer tout à l'heure. Ça baigne ici dans de l'eau avec du vinaigre blanc. Là, j'ai mis du vinaigre blanc, mais ça marche aussi très bien avec du jus de citron. J'avais pas de citron à la maison. Du vinaigre de cidre. Mais j'avais du vinaigre, voilà, mais ça marche aussi au vinaigre de cidre, je pense. Et ça marche aussi avec de la soude. Si vous avez de la soude,
Soit en fait, acide, soit basique. En fait, l'idée c'est attaquer le zinc. D'accord. Donc on l'attaque avec un acide Ou une base. Ou une base. Voilà. Ça provoque une ionisation. Voilà, parce que ça provoque. Alors, on va venir concrètement à ma réaction chimique. Ma réaction chimique dont je parlais. Voilà ma petite réaction chimique. Alors, il faudrait que je cherche. Voilà. Donc ça, c'est du zinc. Ça, c'est du. Alors là, c'est le disque parce que c'est l'histoire de la pile de Volta. Donc du zinc, du cuivre. Concrètement, et ça, c'est ma fameuse solution aqueuse qui permet finalement d'attaquer le zinc. Qu'est-ce qui va se passer quand j'attaque le zinc? J'ai le zinc qui s'oxyde. Et comment ça s'oxyde? Eh bien, l'eau que j'ai dans ma solution aqueuse va se scinder en deux, enfin, va se démonter pour devenir d'une part de l'oxygène qui va se combiner avec le zinc et qui va donner de l'oxyde de zinc qui va tomber au fond de mon petit récipient. C'est-à-dire qu'au bout de 2-3 heures, on voit le zinc qui s'est complètement délité au fond de mon récipient. Je vais vous montrer après à l'arrêt. Et d'autre part, comme j'ai mon oxygène qui s'est combiné avec le zinc, je vais avoir mon hydrogène qui va s'agglutiner ici sur mes petits tubes en cuivre. Donc vous allez avoir des petites bulles d'hydrogène ici sur mes tubes de cuivre. Ce qui veut dire que cette expérience-là, il y a intérêt à la faire plutôt à l'extérieur, à l'air libre, pour éviter que ça pète. Non-fumeur ici. Donc, c'est bon. Voilà, c'est pour les non-fumeurs, ça. C'est expérience non-fumeur. Expérience non-fumeur. Et donc, le fait que j'ai mon oxyde de zinc qui soit créé et mon hydrogène qui s'évapore, eh bien ça me génère d'un côté, alors de ce côté, les électrons sont du côté zinc et les trous d'électrons sont du côté hydrogène. Et donc ça va me générer comme ça un courant de ce type-là. Maintenant je vais vous montrer ma pile, ma vraie pile. Alors après il faut trouver la solution aqueuse qui soit la plus efficace possible, parce qu'on va voir que c'est pas super efficace. Je reviens sur ma webcam. Ma petite expérience, elle est là. Donc là je vais vous montrer. Voilà. Ça c'est mon morceau, enfin c'est ma pile ça. Donc ici le côté zinc, ici le côté cuivre, qui a été un peu oxydé, hein. Donc il y a un peu de verre le verre de gris là de cuivre. Et le zinc, lui, il est complètement bouffé. Enfin, ceux qui sont là, ils peuvent voir que le zinc, il a diminué d'épaisseur. Il a été bouffé là. On témoigne. On témoigne. Et quand on le met au fond, alors je ne sais pas si on voit, mais il y a une espèce de dépôt noir. Mon eau a été super propre, hein, au départ. On voit le bocal à côté. Maintenant, on voit il y a une espèce de dépôt noir au fond qui est en fait l'oxyde de zinc. Alors, l'oxyde de zinc, c'est super intéressant. C'est ce qui est dans les crèmes solaires à 50. Enfin. Ah bon? Ah ouais. Voilà, on va faire une industrie. On va faire une super industrie. On fabrique de l'électricité et on fabrique de la crème solaire. Et on bronze. Ah non, justement, tu ne bronzes pas, puisque c'est un 10-50. C'est pour éviter les coups de soleil. C'est pour éviter les coups de soleil. Oui, mais il s'agit de bronzer sans être brûlé. Ah, voilà. Et donc voilà, ma pile, je passe ici du zinc au cuivre, puis ici du zinc au cuivre, etc. Je fais mon tour.
Si bien que là, en tout, j'ai 4 éléments qui devraient me donner 4 volts. Enfin, un peu plus, puisque c'est 1,1 volt par élément. Et quand je regarde avec mon voltmètre, combien j'ai? Allez. 4 volts. 4 volts. Donc, l'histoire de la pile de Volta, c'est donc 1 volt par élément. D'où le volt. Ah, oui. Puisque le seul élément qu'on avait quand on a défini le volt, c'était la pile de Volta. C'est logique. C'est logique. C'est logique. Et donc ma pile de Volta, là, alors elle se consomme un petit peu. Enfin, elle fonctionne parce que là, je vous mets ici. Alors, je retire ça, ça ne sert plus à rien. J'ai mis une petite LED et ma petite LED, elle s'allume. Alors, c'est une LED, hein, on va se calmer. Hein. C'est pas une grosse consommation. On voit bien sur l'écran. Voilà, ben on voit bien sur l'écran que la LED, elle s'allume. Ah, je peux trouver un petit moteur, moi. Ouais, mais il faut vraiment un tout petit Oui, moteur. oui, Hein. j'en ai. Mais pas qui consomme Micro-moteur. rien. Qui consomme rien. Hein. Absolument, non, mais j'en ai qui. Parce que j'ai cherché un truc, ne serait-ce que de passer avec un fil et faire dévier une boussole, ça marche pas. Il faudrait que je trouve, que j'ai une solution aqueuse qui me permettrait d'avoir une résistance interne, parce qu'en fait j'ai une résistance interne assez importante. Oui, ça pourrait se calculer d'ailleurs. Ah bah oui, mais ça se calcule, on va le faire tout de suite. La LED, c'est quoi? C'est 1 volt 6, si j'ai bonne mémoire. Ouais, mais là... donc, là, il faudrait mesurer l'intensité, c'est quoi? C'est 10 milli. Là, je suis dans les milliampères. Pipim. Donc là, j'ai mis mon calibre de... Et là, ce que je vais faire, je vais mesurer l'intensité de court-circuit. L'intensité de court-circuit, vous allez voir, elle n'est pas... Il n'y a pas grand-chose. Attends, non, il faut que je le mette en micro-ampères alors. C'est normal la fumée. Il n'y a pas grand-chose qui sort, ça se trouve. Ça sent drôle. Tu trouves? Parce que je trouvais 9 milliampères. Et je vois pas pourquoi ça marche pas. En court-circuit, peut-être qu'il n'aime pas. Hein. Bah je vois pas pourquoi. Oui, logiquement. Il ne va pas dépasser sa résistance interne en courant. De toute façon, je vais quand même pas me mettre en calibre en ampères, non? Non, vous voyez bien. Non, je pense que c'est en milliampères qu'il faut que je me mette. Et j'avais 9 milliampères. Mais là, j'ai même pas un. Donc, je comprends pas pourquoi ça marche pas. Bon. Tu as bousculé ta caméra. Ah, on voit plus. Et oui, on a de la difficulté à voir. Ah, voilà. Bon, désolé, mais en tout cas, quand je l'ai mesuré, ça faisait 9 milliampères de court-circuit. Ah ouais. Donc ça veut dire que la résistance, c'est l'inverse. Tout à fait. Hein, c'est 4 volts divisé par 9 milliampères. La résistance interne. Et du coup, c'est pas... C'est beaucoup ça. Hein. Ça fait beaucoup. Hein. Il a changé de puissance depuis que tu l'as mis en service ou pas? Je sais pas s'il n'y a pas une... Non. Ça a chuté comme ça. Je sais pas. Bon, enfin bon. C'est dommage. Mais j'aurais pu vous montrer... voilà. Mais en tout cas, ce qui est certain, c'est que ça allume ma petite LED. Ce qui est déjà très sympathique. Voilà, comme pour montrer à des enfants, et même aux parents. Même aux parents. Tout à fait. Ça va. Qu'est-ce que c'est qu'une pile?
Déjà, je vous montre ça, c'est quoi? Ben, les gens, ils vont essayer de s'éclairer avec du vinaigre. Voilà. Peut-être qu'on n'aura plus que ça. Mais peut-être dans pas longtemps, on n'aura plus que ça. Hein. Voilà, donc ainsi se termine cette manip du vendredi soir. Je reviens sur mon PDF. Je le réduis. Et je vous souhaite à tous un très bon week-end et à la semaine prochaine. Bye bye.